Urgence. Ethereum est-elle en danger? L'avenir de la blockchain est-il menacé? On va voir ça ensemble avec plusieurs nouvelles assez riches autour de cet écosystème et je vais te partager mon point de vue. On a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui, mais avant ça, petite invitation. Je suis actuellement à Dakar. Franchement, gros coup de cœur pour le Sénégal. C'est ma première fois dans ce pays, mais je voulais te dire que les 3 et 4 octobre, on organise Blockchain in DKR. Donc, même formule, on tente de réunir la crème de la crème des entrepreneurs, des acteurs de la blockchain au Sénégal pour un événement rythmé de conférences, un hackathon qu'on organise toujours et des sessions de networking avec des workshops. Donc si tu es dans les environs, tu peux t'inscrire, c'est 100% gratuit et si tu n'es pas à Dakar, je t'invite très fortement à venir. En plus, si tu es français, tu n'as pas besoin de visa et franchement, ça change la vie. Pour plus d'informations et pour t'inscrire, tu retrouveras le lien en description, donc partage-le sans modération. Maintenant, tu connais, si tu ne connais pas, chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux t'abonner à la chaîne, rejoindre la newsletter gratuite pour avoir du contenu exclusif. Et si tu débutes, j'ai créé un programme qui te permettra d'avoir les bases en crypto. En plus, c'est 100% gratuit. Tous les liens seront en description. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Grâce à Mastercard, tu pourras utiliser ta crypto pour payer tes achats de la vie quotidienne. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que tu pourras le faire indépendamment des plateformes centralisées. En effet, Mastercard a conclu un partenariat avec la société Mercurio pour te permettre de connecter un portefeuille non custodial, c'est-à-dire un portefeuille dans lequel tu as l'entière possession de tes cryptos à une carte de débit crypto Mastercard qui pourra te permettre de payer en crypto dans les magasins. Alors, pourquoi c'est quelque chose qui peut être très très dangereux? Parce que en fonction de ton domicile fiscal, tu seras imposé sur tous les achats que tu fais en passant par la crypto. Si on prend l'exemple de la France, il faut savoir qu'on est taxé à 30% sur les plus-values. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dépenses en crypto et que ces dépenses s'inscrivent dans des plus-values, tu devras remettre 30% à l'État en plus de la taxe à 20% que tu payes. Donc je trouve que c'est une très très belle initiative pour l'adoption massive. Ça montre aussi qu'on peut utiliser les cryptos dans la vie de tous les jours. Mais je trouve que cette carte de débit Mastercard pourrait être avantageuse uniquement si tu as un domicile fiscal qui te propose des conditions assez avantageuses. Maintenant, dans la même catégorie, on va parler du nouveau partenariat de Travala. Alors Travala, c'est une plateforme qui te permet d'acheter des billets d'avion et de réserver des hôtels grâce à la crypto. Et là, ils font un partenariat avec Skyscanner pour permettre à des voyageurs de booker plus de 2 millions d'hôtels en utilisant la crypto. Là aussi, c'est une grosse nouvelle et c'est un partenariat stratégique très 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 intéressant pour Skyscanner parce que c'est la première fois qu'ils font un partenariat avec une plateforme crypto, donc ça montre leur volonté de s'ouvrir à une nouvelle audience. Et ce qui est bénéfique, c'est que les personnes pourront non seulement payer en crypto, mais si elles le souhaitent, elles pourront toujours utiliser les moyens de paiement traditionnels. Et pour Travala, ça va lui permettre d'avoir une visibilité accrue auprès de géants du voyage comme Expedia ou Booking. Donc ça, c'est très très bullish. Maintenant, on va rester dans la catégorie adoption massive, mais on va parler d'un cas spécifique qui nous vient d'une grosse blockchain, la blockchain SUI. La blockchain SUI a annoncé lancer sa console de jeux vidéo en Q4. Alors, je trouve que c'est une très très belle initiative parce que, encore une fois, on a besoin des cas d'usage concrets que la masse pourra adopter assez facilement. Mais je pense que quand un projet Web3 lance une console de jeu, sa cible ne doit pas être les personnes qui sont déjà dans la crypto, mais ça doit être monsieur et madame tout le monde qui est passionné de jeux vidéo. Donc j'ai hâte de voir comment ce projet va se développer et quelle sera aussi la performance de sa console de jeu. Mais là où je trouve qu'ils ont fait un faux pas, c'est que quand tu te rends sur leur compte Twitter, tu vois qu'ils mettent en avant qu'ils sont la première console de jeu Web3 native. Or,
Là, quand tu crées une console de jeu Web3, le Web3 ne doit même pas être apparent et ta cible doit être les personnes qui se foutent de ce qu'est le Web3. Et il faudrait plutôt mettre en avant les bénéfices, les avantages que les utilisateurs auront à utiliser ta console de jeu par rapport à une autre. Bon, dans tous les cas, c'est le début, on va voir comment le projet va évoluer, mais j'espère qu'ils ne vont pas rester dans leur guerre d'ego parce qu'en fait, on s'en fout de la personne qui est la première à développer telle console. Nous, on veut la meilleure et celle qui arrive à la meilleure stratégie pour toucher sa cible. Et ta cible, là, ce n'est pas les gens du Web3, mais c'est monsieur et madame tout le monde. Donc, tant qu'on peut enlever le Web3 dans sa stratégie marketing, je trouve que ce sera toujours plus avantageux parce que le but, c'est que n'importe qui utilise des applications Web3 sans même savoir qu'il y a le Web3 derrière. Bon, maintenant, on va changer totalement de sujet. On va parler de l'affaire CFTC vs Uniswap. Mais avant ça, petite présentation. Donc la CFTC, c'est un organisme qui régule tout ce qui est autour des commodities, à l'instar de la SEC pour les securities. Donc son rôle principal consiste à assurer l'intégrité et la transparence des marchés, à protéger les investisseurs et à prévenir les manipulations et la fraude. De l'autre côté, on a Uniswap qui est un protocole de finance décentralisé qui permet à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptos et il propose aussi du trading en levier. Et c'est d'ailleurs ce service qui a motivé l'ordre que la CFTC a émis contre Uniswap. Elle accuse Uniswap d'avoir un service illicite, à savoir justement ces transactions de dérivés sur les actifs numériques. Et dans cette même veine, elle somme Uniswap de payer une amende de 175 000 dollars et de cesser ses activités illégales. Alors, il faut savoir que quand bien même Uniswap, c'est un protocole décentralisé, il est développé par la société Uniswap Labs qui est basée à New York. Et là, dans cette affaire, on peut voir que les plateformes décentralisées ne seront pas épargnées par la menace de la régulation qui parfois bouleverse le fonctionnement de plusieurs applications. Alors ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de cas, mais ça nous montre encore une fois que quand bien même on parle de finances décentralisées, il est fort probable qu'à l'avenir, toutes ces plateformes devront se soumettre à la régulation. Maintenant, parlons des ETF. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas belles. Si on prend l'ETF Spot Bitcoin, là, on enregistre des retraits de capitaux qui sont supérieurs à 200 millions de dollars. Et quand on prend le cas Ethereum, là aussi, c'est pas très beau. On a Wisdom Tree, un fonds qui retire sa demande d'ETF Ethereum Spot avant même que la SEC n'ait pu se décider sur la demande. Et cette nouvelle vient juste après que Van Eck annonce la fermeture de son fonds Ethereum Future et FUT. Alors les raisons sont la performance qui est en deçà des attentes, la liquidité, les actifs sous gestion et l'intérêt des investisseurs qui n'étaient pas au rendez-vous. En revanche, quand on va sur leur compte Twitter, il faut savoir que quand bien même ils ont décidé de fermer un produit basé sur l'Ether, ils ont toujours leur produit d'Ethereum Spot qui a été accepté, donc pour faire comprendre qu'ils trouvent toujours un intérêt à Ethereum. Mais malgré ça, on peut voir quand même que l'intérêt n'est pas aussi élevé que ce qu'on avait pu voir sur l'écosystème Bitcoin. Je t'avoue que je commence de plus en plus à avoir un biais bearish sur Ethereum. Alors, à ce jour, c'est toujours la crypto qui constitue la majorité de mon portefeuille. Je suis toujours globalement bullish, mais je vois de plus en plus d'éléments bearish. Si par exemple on compare l'écosystème blockchain à l'écosystème Internet, au début d'Internet, on a vu Internet Explorer qui s'est érigé en tant que leader parce qu'il n'avait pas beaucoup de concurrence. La plupart des utilisateurs utilisaient Internet Explorer comme moteur de recherche. Mais à mesure qu'Internet a évolué, on a vu d'autres acteurs émerger. Certains ont pu prendre des parts de marché à Internet Explorer, d'autres ont même pu le dépasser. Si on prend l'exemple de Google, qui est actuellement le moteur de recherche le plus utilisé. Donc maintenant, quel serait le Google de la blockchain? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pencherai plutôt vers Solana. Bon, dans tous les cas, l'avenir nous le dira, mais je voulais te partager cette évolution de réflexion pour te dire que, encore une fois, dans la crypto, il ne faut jamais tomber amoureux d'une crypto et il faut aussi faire évoluer tes thèses d'investissement en fonction des événements, en fonction des informations que tu reçois et des mises à jour. Maintenant, en parlant de Solana, il y a une petite controverse entre Solana et Ethereum. On va très brièvement revenir dessus.
Donc pour faire très très simple, Solana a commencé à développer des Layer 2 sur sa blockchain et ça peut paraître surprenant parce que d'habitude les Solana Maxi critiquaient justement Ethereum et CL2 parce que CL2 serait parasitaire car elle détournerait des utilisateurs et des revenus du réseau principal. Les L2 sur Solana affaibliraient aussi l'efficacité du réseau principal. Avant de continuer, petite piqûre de rappel, qu'est-ce qu'une L2? Alors, il faut savoir que les blockchains, là on va prendre l'exemple de Ethereum, ne peut pas optimiser à la fois la sécurité, la décentralisation et la scalabilité ou mise à l'échelle. Donc, c'est le fait de pouvoir supporter un volume de transactions élevé sans forcément réduire la performance du réseau. C'est la raison pour laquelle Ethereum a développé ce système de L2 qui serait une blockchain qui est basée sur la blockchain principale L1, à savoir Ethereum, et qui pourrait hériter de plusieurs aspects. Dans ce cas-là, ça serait la décentralisation et la sécurité pour se concentrer sur la scalabilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand tu utilises des L2 comme Arbitrum ou Optimism, tu peux remarquer que ce sont des blockchains qui sont beaucoup plus rapides qu'Ethereum et ce sont des blockchains qui ont des frais beaucoup moins élevés qu'Ethereum. Donc, c'est beaucoup plus avantageux pour un utilisateur d'utiliser CL2 que d'utiliser Ethereum. Et donc là, quand on voyait que les Solana Maxi, on va les appeler comme ça, critiquaient l'aspect modulaire d'Ethereum, là, on se retrouve avec une blockchain Solana qui embrasse la modularité et qui embrasse cette notion de L2. Mais attention, quand je parle de L2 sur Solana, c'est peut-être un abus de langage, parce qu'en fait, il faudrait plutôt les appeler extension de réseau. D'ailleurs, un représentant de la Solana Foundation a fait savoir que ces extensions de réseau, entre guillemets, sont spécialisées pour traiter des tâches spécifiques comme la vérification des signatures ou la confidentialité. Et contrairement au L2 sur Ethereum, ces extensions de réseau visent à étendre le réseau à de nouvelles capacités et non pas déléguer entièrement les fonctions. Donc là, on peut se dire, OK, j'ai l'impression que c'est du bullshit plutôt profond, mais concrètement, tu peux me donner des exemples d'extension de réseau, soi-disant. Alors oui, on peut prendre la plateforme Zeta, qui est une plateforme de trading décentralisée sur Solana, qui, curieusement, se présente comme une L2. OK, on a aussi la plateforme Code, qui permet les paiements sur Solana, qui se qualifie également d'L2. Donc là, on voit qu'on a un flou. Alors, peut-on parler de L2 ou devrions plutôt parler d'extension de réseau? Est-ce que ce sont les mêmes choses? Le débat reste ouvert. En tout cas, qu'il y ait des L2 ou pas sur Solana, moi, mon intérêt principal est de voir des applications de qualité, peu importe les chemins qu'on emprunte. Donc, dis-moi ce que tu penses de ce débat. Est-ce que tu penses que l'avènement des L2 ou plutôt des extensions de réseau sur Solana est une bonne chose ou est-ce que tu penses que ça va affaiblir Solana? J'attends tes retours en commentaire et dans tous les cas, on va voir ce que l'avenir nous dira. Maintenant, on va passer à la suite et on va parler de NIR. NIR s'est fait hacker. Cette semaine, une personne s'est emparée du compte de NIR pour descendre l'écosystème Web3. Cette personne a non seulement critiqué les concurrents de NIR, à savoir Ethereum et Solana, mais elle a aussi critiqué l'ensemble des acteurs du Web3 en faisant savoir que cet écosystème ne va aller nulle part et que ces personnes feraient mieux de trouver un vrai job. Mais après, coup de théâtre. Il s'est avéré que ce hack n'en était pas un, était juste une mise en scène de NIR Protocol pour faire la promotion de son futur hackathon. Alors, quels ont été les résultats de cette opération? En termes de performance sur la visibilité, ils ont pu avoir ce qu'ils voulaient parce que NIR a eu la plus grande visibilité qu'elle n'a jamais eue au cours des 3 derniers mois. Mais sinon, en termes de retour des utilisateurs, alors s'il y a certaines personnes qui ont salué le génie et l'audace de cette campagne, je pense que la plupart des personnes n'ont pas vu cette campagne d'un bon œil et les retours ont quand même été assez négatifs. En ce qui me concerne, je trouve aussi que c'était une campagne qui était assez maladroite parce que on sait que dans l'écosystème blockchain, le hack n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'un protocole a eu son
compte Twitter qui a été hacké ou même qu'une plateforme s'est faite hacker, généralement, on va prendre des mesures pour se protéger. Ça peut être retirer nos fonds d'une plateforme ou vendre la crypto, ou en tout cas, ça va nous faire des actions qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Donc, jouer sur l'aspect hack, je trouve que c'est pas forcément la meilleure manière d'avoir une visibilité. Alors, il y a peut-être des gens qui diront qu'on parle de moi en bien ou en mal. L'important, c'est qu'on en parle. Alors, je pense quand même que toute visibilité n'est pas bonne à prendre. Mais bon, j'attends tes retours en commentaire. On va voir comment l'écosystème NIR va évoluer. Petite pause pour parler du partenaire Coinex. C'est un partenaire d'Almaz, mais ils soutiennent aussi BAM dans le développement de la blockchain en Afrique. Ils nous ont accompagnés lors de l'événement au Cameroun et ils seront aussi avec nous au Sénégal. Donc Coinex, c'est une plateforme qui te permet de faire tes premiers pas en crypto. Alors si tu veux savoir si c'est la plateforme la plus adaptée à tes besoins, je vais te rediriger vers cette vidéo où je te montre une méthodologie étape par étape pour trouver la meilleure plateforme qui sera adaptée à tes besoins. Donc là, on va se concentrer sur une particularité de Coinex par rapport aux autres. Et avant ça, petit disclaimer, la crypto, c'est un écosystème risqué. Il faut te dire que chaque euro, chaque franc CFA investi peut être perdu à tout jamais. Je ne donne aucun conseil en investissement. Mais si tu es une personne qui aime, par exemple, investir dans les mêmes coins, peut-être que tu vas apprécier Coinex parce que justement, elle se différencie par son nombre de mêmes coins assez important qu'elle liste. Et même pas que les mêmes coins, les cryptos de manière générale avec une faible capitalisation de marché. Et là où elle peut présenter un avantage par rapport au DEX, c'est que quand tu achètes des faibles cryptos sur des DEX, parfois, tu peux te tromper et acheter une crypto que tu ne pourras pas revendre par la suite parce que cette crypto était juste un piège qui avait été créé pour induire en erreur les investisseurs dans le but de voler leur argent. Alors que sur Coinex, comme ils ont une équipe qui analyse toutes les cryptos, qui regarde les cryptos qui ont un bon volume avec un potentiel éventuel d'appréciation intéressant, quand tu achètes une crypto sur Coinex, tu as la garantie que tu peux la revendre, qu'elle monte ou qu'elle baisse. Et dans tous les cas, si ça t'intéresse, je te laisse tester la plateforme par toi-même. Tu retrouveras mon lien en description. Si tu passes par mon lien pour t'inscrire, déjà, merci beaucoup pour la force. Si tu testes la plateforme, envoie-moi un message et je pourrai t'ajouter dans notre groupe Telegram, le Club Alpha, où on se partage des bons plans crypto de temps à autre et on partage aussi les expériences un peu des gènes qu'on fait. Maintenant, attaquons-nous à Polygon. On en avait parlé il y a quelques mois de cela. Polygon voulait se rebrander pour passer du Matic au Pol et là, la migration est live. Donc concrètement, si tu as des Matic sur la blockchain Polygon, tu n'auras rien à faire. Tes Matic seront automatiquement transformés en Pol. En revanche, si tu as des Matic sur la blockchain Ethereum, il faudra que tu les migres. Et ne t'inquiète pas, les Matic seront convertis en Pol à un ratio de 1 pour 1. Ça veut dire que un Matic sera égal à un Pol. Maintenant, on peut se demander, mais pourquoi ils ont fait ce rebranding? Alors moi, je pense que c'est purement marketing. Peut-être qu'ils sont aussi en manque de visibilité, qu'ils avaient besoin d'une annonce pour marquer le coup. Mais ce rebranding vient aussi avec une nouvelle orientation qu'ils veulent mettre en avant. Donc, parmi les bénéfices du pôle, bon, il y aura toujours le même. Le pôle servira à payer les frais de gaz, on pourra aussi le stacker. Il y a cette notion de future-proof utility. En fait, Paul servira aussi à supporter la croissance de Polygon dans le contexte de réseaux de blockchain agrégés. Donc, ils ont créé un système de Hard Layer pour unifier plusieurs blockchains entre elles dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. Et l'autre bénéfice de Paul sera orienté vers la communauté. Donc, ils vont mettre en place plusieurs initiatives pour justement contribuer au développement de la communauté. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le Pôle aura une émission de 2% sur 10 ans pour supporter non seulement le développement de la communauté, mais aussi la sécurité du réseau. Donc, tu sais que depuis longtemps, j'avais une thèse bearish sur le Pôle, quand bien même j'étais bullish, je crois qu'en 2021 ou 2022, c'est en 2022 que j'ai changé mon fusil d'épaule parce que, encore une fois, en crypto, c'est très important de suivre l'évolution des projets et puis de changer tes thèses, plutôt faire évoluer tes thèses d'investissement en fonction. Maintenant, petite nouvelle pour terminer qui nous vient
vient d'Arbitrum. Arbitrum a vu sa mise à jour Stylus Live. Alors, c'est une mise à jour qui va permettre aux développeurs de coder non seulement en Solidity, mais aussi en Rust, C, C++. Alors, je trouve que c'est une très très bonne chose parce que ça va ouvrir Arbitrum à peut-être un nouveau pool de développeurs. Ça va peut-être permettre de voir de nouvelles applications et davantage d'applications se développer sur Arbitrum, ce qui est une bonne chose. De l'autre côté, on va voir si les utilisateurs vont suivre. En tout cas, on a pu voir qu'il y a beaucoup de développement dans la blockchain actuellement, même si le marché est assez décevant, mais on va rester aux premières loges pour voir comment celui-ci va évoluer. D'ailleurs, je voulais aussi te partager le narratif qui a surperformé tous les autres en août. Et attention, ce n'est pas ce que tu crois, mais je le ferai dans une partie 2 car la vidéo est déjà assez longue. En tout cas, partage-moi tes retours sur ce qu'on vient de voir ensemble. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.